Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 26 juin 2026 et voici les actualités des cinémas indiens en bref, proposées par Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. Salut Asma, t'as pas encore fondu? Ah Bonjour Elodie. Je lutte contre ma propre liquéfaction. Et toi? Mon ventilateur est devenu à la fois mon meilleur ami et mon pire ennemi. Parce qu'il brasse de l'air trop chaud et qu'en même temps, sans lui, je serais déjà morte. D'ailleurs, au moment où vous écoutez cet épisode, chères auditrices et auditeurs, Elodie et moi sommes en route pour notre week-end londonien qui s'annonce brûlant. Alors souhaitez-nous bonne chance. On vous réserve un tas de surprises sur notre site cet été avec plein d'articles inédits. Et pour commencer, on vous invite à lire notre investigation sur Satyajit Ray, publiée en ce début de semaine pour mieux comprendre cet artiste culte et son impact. Et si vous ne voulez rien rater, on vous encourage également à vous inscrire à notre newsletter sur Substack. Oui, une fois par mois, on vous regroupe tout dans un seul emailing, clair et précis. Mais aujourd'hui, quelle est l'actualité à l'ordre du jour de cet épisode? On commence avec Imtiaz Ali parce qu'il est au cœur d'un débat très intéressant. Son dernier film, Meva Pasaonga, est sorti il y a quelques semaines et malgré des résultats au box-office décevants, le bouche à oreille était ultra positif. Sur les réseaux, il y a aussi de l'engouement autour de son générique de fin qui semble témoigner d'un engagement fort de la part du réalisateur. Oui, et ce générique de fin, qui faisait notamment figurer des images de la Palestine, des Rohingyas ou encore du Soudan, était perçu comme un signe d'engagement et comme une volonté de montrer une conscience sociale. Beaucoup pensaient alors que Imtiaz Ali s'engageait vraiment, qu'il prenait part à la cause. Parce que c'est pas vraiment le cas. Disons qu'il y a un hic, parce qu'en parallèle, le réalisateur a posé avec Benjamin Netanyahou pour un selfie en 2018. Il s'est également rendu en Palestine occupée en 2017, dans le cadre d'une délégation financée par Israël, en quête de lieu de tournage. Donc l'image d'engagement, autant dire qu'elle se fissure très vite. Ouais, la question de sa sincérité se pose. Exactement. Est-ce qu'il y a un vrai engagement chez Imtiaz Ali ou est-ce qu'il joue sur les deux tableaux? D'un côté, il ose avec son dernier film aborder des sujets qui semblent progressistes, comme la partition, les frontières, les identités en conflit. De l'autre, il ne remet pas en cause les structures de pouvoir et il est même capable de se faire photographier avec des figures comme Netanyahou, qui incarnent justement l'un des piliers de l'occupation. Ça n'a littéralement aucun sens. Ce qui est déroutant, c'est que ce type d'artiste a construit une image de libéral conscient, de quelqu'un qui parle de l'Inde avec une sorte de sensibilité accrue, de regard plus nuancé. Mais là, on voit clairement que ce militantisme est très stratégique. Il sert son image, il sert son récit, mais il ne sert pas forcément les causes qu'il met en scène. Et c'est là qu'il faut insister. Ce n'est pas seulement une question d'image, c'est une question de conséquence. Quand un artiste utilise des images de la Palestine pour paraître engagé, mais qu'en parallèle il prend la pose avec Netanyahou, on assiste à une forme d'opportunisme militant. Il ne s'engage pas pour les autres, il se positionne comme ça l'arrange lui. Et ce positionnement est encore plus gênant quand on sait que la Palestine occupée est un lieu de violence, de domination, de dépossession. S'y rendre en quête de lieu de tournage, sans questionner la structure de pouvoir qui y règne, sans remettre en cause la légitimité de l'occupant, c'est comme si on utilisait ce territoire opprimé comme décor, comme esthétique, sans jamais toucher à la réalité politique. Absolument. Et c'est là qu'il faut revenir sur la question du militantisme d'Imtiaz Ali. Quelles sont ses positions, si tant est qu'il en prenne? D'accord, il y a visiblement son film qui traite de ces sujets sensibles, mais est-ce qu'il s'engage de lui-même contre l'occupation, contre la violence, contre la domination? Est-ce qu'il agit tout simplement? Et le concept d'opportunisme militant, c'est exactement ça. Exploiter des causes sociales pour servir ses propres intérêts, son image, son discours. C'est une posture ambivalente où l'artiste s'associe à des figures problématiques et s'invente ensuite une conscience sociale. Et on voit ça en Inde de façon très régulière et banalisée. Que ce soit Priyanka Chopra qui pose avec Narendra Modi à son mariage, tout en étant à côté ambassadrice UNICEF, Vicky Kaushal qui lui construit tout le début de sa carrière sur un cinéma de gauche pour ensuite assister à l'inauguration très controversée du Ram Mandir, symbole de l'extrême droite hindoue, ou encore Rajkumar Rao qui faisait un film comme Shahid et qui participe par la suite à une vidéo à la gloire de l'extrême droite de Modi. Et c'est bien pour ça que ce n'est pas une question de nuance, c'est une question d'effet. L'effet ici, c'est la reproduction d'un système de pouvoir qui avalise l'oppression palestinienne, qui la traite comme un décor, comme une esthétique sans jamais toucher à la réalité politique. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas considérer la posture d'Imtiaz Ali comme militante et donc que la conclusion la plus logique est qu'il fait simplement de l'opportunisme. C'est de l'image, c'est de la stratégie et c'est franchement insupportable. Parce que quand on joue sur les deux tableaux, on ne sert ni l'un ni l'autre, on sert seulement ses intérêts. C'est clair. Enfin, je vous vois venir vous, qui nous écoutez, et oui, la question de la peur et de la contrainte, elle est également possible.
Aujourd'hui à Bollywood, est-ce qu'on a vraiment le choix de dire non? Boycotter le pouvoir en place, refuser de s'afficher avec Modi ou de participer à des projets de communication avec ses partenaires politiques problématiques alors que ça peut littéralement détruire une carrière? Mais est-ce une raison pour tout justifier, voire pour pardonner? Justement, non. On peut comprendre la mécanique, mais en 2026, il est peut-être temps d'arrêter de se chercher des excuses ou d'en chercher aux artistes pour continuer à les apprécier à tout prix. Consommer leur art en fermant les yeux sur leur compromission sous prétexte qu'ils n'auraient peut-être pas le choix, c'est aussi alimenter le système. À un moment donné, la complaisance du public doit s'arrêter là où commence la réalité politique. Élodie, quel projet à venir est mis à l'honneur cette semaine? On va parler de Ita, réalisé par Lakshman Utekar. Oui, celui qui a réalisé Chava, un film à la propagande à peine voilé. Donc forcément, j'ai de gros doutes sur son approche, sur sa vision, sur sa capacité à faire quelque chose qui ne soit pas juste une commande institutionnelle et en même temps... Mon Dieu, ce film était d'un nul! J'aurais pas dit mieux. M'en veux pas, mais je dois bien avouer que je suis quand même assez curieuse pour une seule et unique raison. Car dans Ita, on retrouve Shraddha Kapoor. On sait qu'elle y donnera notamment la réplique à Randeep Hooda et que le métrage est produit par Maddock Films, auquel on doit le Maddock Horror Comedy Universe, avec des films qui ont cartonné au box-office comme Stree, Bedia ou encore Munya. Toutefois, avec Ita, on est dans un tout autre registre. Oui, c'est que ce film est le biopic de Vitabai Baumang Narayan Gokar, une figure majeure de la danse au Maharashtra. C'est une artiste, une figure culturelle iconisée par l'histoire, notamment celle de son accouchement que met en scène le teaser du film sorti il y a quelques jours. Tu veux dire qu'elle a vraiment accouché en coulisses pour se produire juste après sur scène? Il semblerait. Oh. Ce métrage pourrait en tout cas représenter l'opportunité tant espérée pour Shraddha Kapoor de porter un film sur ses épaules et de prouver à tous ses compétences dramatiques. Et chez Bolly & Co, autant dire qu'on a cru en elle. Elle était en couverture du 4e numéro de notre magazine en 2011 alors qu'elle n'avait sorti que 2 films. L'an dernier, nous avons écrit un article disant justement que ce qu'il manquait à sa filmographie, c'était une œuvre woman-centric. Et avec Ita, elle tient l'occasion rêvée de prouver ce qu'elle sait faire. Et sa fanbase semble bien décidée à la suivre dans les salles. C'est donc une chance pour elle, et c'est aussi une chance pour nous d'être témoins d'une étape importante de sa carrière. Ok, je suis curieuse. Ça sort quand? Ita sortira en Inde le 28 août prochain, donc on a encore un peu de temps avant de le découvrir. Et oui, c'est déjà fini. Ou pas. Avant de partir, nous allons chacune vous partager nos recommandations du moment. Films, séries, musique ou encore livres. Considérez-nous comme vos 2 bonnes copines hyper enthousiastes qui ont toujours des trucs à proposer. Cette semaine, j'ai envie de parler d'un film que nous avons découvert toutes les deux à Cannes et que nous adorons. Santosh, de la réalisatrice Sandhya Sori qui, roulement de tambour, est dispo gratuitement sur Arte TV. T'as des parts chez eux ou quoi? Non, et je te vois venir, pas de col roulé ni de thé matcha chez moi, mais quand la plateforme propose une pépite pareille, il faut qu'on en parle. La parole est à toi, cher hipster refoulé. Alors, de quoi parle ce film? On y suit Santosh, une jeune veuve qui, par un système de loi locale, hérite du poste de policier de son défunt mari. Propulsée flic du jour au lendemain, elle se retrouve plongée dans une enquête étouffante sur le meurtre d'une jeune fille de basse caste. D'ailleurs, Asma le disait très bien dans sa critique, le passé de documentariste de la réalisatrice offre une caméra brute, ultra réaliste. Mais le gros point fort, c'est le duo d'actrices. D'abord, Shahana Goswami, magistrale en flic novice dépassée par la violence du système, et ensuite Sunita Rajvar, en inspectrice chevronnée et mystérieuse. Bref, en somme, un excellent thriller psychologique, et vous avez jusqu'au 15 août 2026 pour rattraper ça sur Arte TV. Donc aucune excuse. À vos ordres, impératrice du matcha. Ma recommandation de la semaine, c'est l'album de Cocktail 2. Clairement, j'ai pas été convaincue par le film, dont la critique est d'ores et déjà disponible sur notre site. Par contre, la bande originale est une véritable tuerie. Elle réunit des artistes de la scène indienne avec des chanteurs de tous bords. Ah, je sais où tu veux en venir. Oui, car il y a là des choses vraiment intéressantes. Je cite en vrac Machuca avec le chanteur italien Mahmood, que j'adore et que j'avais découvert comme beaucoup à San Remo en 2019, Vala avec l'artiste nigérian Bayani, ou encore Jag Selaj avec le groupe d'Indian pop Wish. Je les adore. On Ouais. vous parlait déjà d'elle en 2025 dans un article sur les artistes décis de la nouvelle scène. Et toutes les chansons de la bande originale fonctionnent. Même la ballade Tujhko avec Arijit Singh, le tube dansant Jab Talak, et la reprise de Tumhi Ho Bandu. En gros, Cocktail 2 constitue un album idéal en cette période estivale, que des summer hits en puissance qui donnent vraiment un air de vacances. Allez hop, on cale ça dans notre playlist londonienne de toute urgence entre 2 chansons d'Hamilton. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma.
On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez par ailleurs retrouver la version retranscrite de cet épisode sur www.bolienco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.